Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le film d'Alain Resnais sur la déportation, Nuit et brouillard, il y a l'insoutenable image d'un bulldozer qui repousse des centaines de cadavres. Dans la tragédie rwandaise, dont les racines étaient déjà visibles pourtant, il y a 30 ans, des bulldozers encore essaient de mettre en terre 1 million de morts dans un petit pays de 7,5 millions d'habitants. 50 ans après les crimes nazis en Europe, même si la comparaison n'est pas exacte, des voix parmi les plus autorisées de la communauté internationale parlent à leur tour de génocide au Rwanda. Rien d'ailleurs n'aura été épargné à ce pays, puisque l'épidémie de choléra a compliqué ensuite toutes les tâches humanitaires. Ce génocide, c'est-à-dire cette volonté d'exterminer. Nous allons essayer de vous en montrer l'origine, les acteurs, les victimes. État d'urgence sur l'autopsie d'un génocide. On faisait tout en même temps. Les uns coupaient, les autres frappaient. Moi, j'avais une machette. Je coupais le bras, la tête ou la nuque. Tu frappais où tu pouvais, en fait. On faisait les choses à la hâte. On nous donnait des gourdins et on nous disait où frapper. On le faisait pour ne pas être tué. Avec un bâton, je frappais la tête et il mourait sur le coup. On était complètement paniqués quand on tuait. On se disait que si on ne le faisait pas assez vite, ils allaient nous abattre. Alors l'un coupait le bras, l'autre la tête, l'autre une jambe et ainsi de suite, et après on se sauvait. Cernée par la mort, Madeleine. Comme en 1962, quand ses parents avaient été massacrés sous ses yeux pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, elle se retrouve là, sur sa terre natale, envoyée par ses amis rwandais, réfugiés en France, comme elle. Un cimetière à l'air libre, 5 mois après la tuerie. Faut-il brûler les corps ou laisser intactes les traces de l'atrocité? Les survivants du village de Ntarama ne savent que faire. Souvent, ils n'osent même pas revenir sur les lieux. C'est en nous apercevant que cette femme a fini par vaincre sa peur. Il n'y avait très certainement maintenant plus aucun risque à rechercher sa famille. J'essaie de reconnaître les siens à partir des vêtements qui sont encore intacts. Parce qu'elle a perdu sa mère, son père, son grand-père, sa grand-mère, ses 2 petites sœurs. Elle a reconnu le vêtement d'une tante à côté. C'était le 10 avril dernier. Au 2e service de la messe dominicale, 3 autobus déversent un flot de tueurs. La garde présidentielle les accompagne. Ils sont venus, ils étaient très nombreux et ils ont attaqué avec des armes. Des grenades. Oui, ils ont commencé à lancer des grenades dans l'église. Il y a eu des blessés, beaucoup. Et puis certains ont couru, mais on les achevait à coups de lame. Ils essayaient quand même de courir, mais on les exécutait avec des machettes. Et après, on vérifiait qu'ils étaient bien morts. Quand ils sont venus, ils ont dit que les femmes Hutus sortent. En fait, que tous les Hutus aillent se mettre là-bas. Et ils ont lancé les grenades.
Pourquoi les Tutsis ne disaient pas qu'ils étaient Hutus? Parce que beaucoup des tueurs étaient d'ici, alors ils reconnaissaient les gens. Ah, ils connaissaient tout le monde. Les miliciens interamoués, ils savaient qui était qui. Ils pouvaient reconnaître tout le monde. Oui, ils connaissaient les Hutus. Et si on mentait, ils disaient « Toi, je te reconnais, tu es mort ». Ici, les corps ont été retirés, mais ce fut le même massacre, à 4 kilomètres de distance du village. Fusil d'assaut, grenades, contre toute une population rassemblée dans cette église de Nyamata. Ce sont les orphelins qui nous ont guidés. Regardez le crucifix, nous ont-ils dit. Il a pris un coup de lance par un homme qui criait « C'est le Dieu des Tutsis ». C'est encore, enfin, l'odeur de la mort est encore là. Il y a une grenade et après c'est l'Italie. Hein? Les enfants rescapés, témoins directs de la scène, sont peu nombreux. Lui a tout vu, tout subi. 2 coups de machette et laissé pour mort dans l'église. Utilisé. Bon, il est resté 2 jours sous les cadavres dans l'église. Quelques croix pour quelques corps identifiés, mais les plus nombreux sont sous cette terre. Et là, les enfants disent qu'en fait, ils ne creusaient pas des tombes, ils alignaient les corps et puis une pelleteuse a ramassé de la terre et jeté par-dessus. C'est ce qu'on craignait qu'avec les pluies, tout ça va partir et les corps vont apparaître, en fait, les squelettes. Des poteaux tordus comme par une vague, face à l'église, une foule se trouvait là. Il me dit en fait qu'il y avait trop de monde à l'église, ils ne pouvaient pas tenir à l'intérieur de l'église, donc il est parti se réfugier dans une bananerie qui était, si on voit les restes de la bananerie. Ils étaient tellement nombreux chaque fois que les miliciens entraient, et ils se pressaient, chacun essayait de s'enfuir, et le résultat est là. La clôture a cédé. La clôture a cédé et la plupart ont été tués là-dedans. C'est les personnes âgées et les petits-enfants qui ne pouvaient plus avancer. On voit les vêtements là, on voit encore d'autres crânes. Et puis il me disait qu'on voyait les bâtons aussi, parce que c'est des vieux qui marchaient appuyés sur leurs bâtons. Il y a encore un bras dans une veste. À ce jour, on ignore combien de victimes ont fait les massacres de Nyamata, ville de 40 000 habitants. Les tueries ont duré 4 mois au Rwanda, d'avril à juillet 94. Ce sont les pires dans l'histoire de ce pays. Leur sauvagerie a bouleversé le monde entier. Mais ces 4 mois d'horreur ont une histoire. Les Tutsis, minoritaires puisqu'ils représentent environ 15% de la population, subissent en réalité les violences du pouvoir Hutu depuis l'indépendance de 1962. Dès cette époque déjà, ils furent près de 300 000 Tutsis à prendre le chemin de l'exil. Aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui rentrent au Rwanda pour compter leurs morts. Madeleine! C'est pas possible! Madeleine! 15 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Retrouvailles avec Alexis, un copain d'enfance. Échappé au massacre parce qu'il était à l'étranger. Et tout de suite, ils s'échangent les dernières nouvelles. Naragal, ça fait 12 jours. Oui, oui, je viens d'y passer 2 fois. Il n'y a pas eu d'assassinat, de massacre là-bas. Rien. Mais du coup, chez vous, là, en face, juste, tout le monde a été débrouillé. C'est cela Kigali en ce mois d'août. Des réfugiés découvrent un pays qu'ils ne connaissaient que par le témoignage de leurs parents. Et des survivants sont tout heureux de l'être. Kigali alterne entre les rires et les larmes. Ça, c'était la chambre de mes parents. Thérèse est de retour pour la première fois depuis les événements d'avril à la maison familiale. Ou plutôt, ce qu'il en reste. Sa mère a été assassinée et l'on n'a pas encore retrouvé son corps. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y avait ici? La sépulture de son père. La sépulture de ton père? Oui, elle a été détruite. Il y a eu un acharnement Peut-être qu'on avait attaqué mon père en 83. On l'avait attaqué au couteau. Oui. Des machettes. C'était comme
on faisait là. Déjà en 83, des En machettes. 83, c'était la même chose. Personne n'avait compris. Une histoire à répétition, pillage, assassinat, la jalousie des voisins ou parfois d'un voisin. Je le connais très bien et tout le monde le connaît. Non, mais c'est quelqu'un qui est encore au Rwanda. Oh, oui. Il est même sur la colline. C'est pas la maison qui est en bas? Mais bien sûr. Je ne sais pas s'il a participé même maintenant, mais c'est lui qui a fait le coup de mon père. Quelques centaines de mètres plus loin, la confrontation entre les deux femmes et la sœur du tueur. Non, dit-elle, vous pouvez demander à tout le monde, je ne vois plus mon frère Cyprien. Mutisme général. Tu me reconnais? Tu me connais pas? Tiens, regarde, j'enlève les lunettes. Ah, c'est toi, Berungo. Bonjour. Dis donc, ton frère, c'est bien lui qui a fait le coup contre papa? Non, je t'ai déjà dit. Ne me dis pas que tu sais rien. Non, je t'assure que je ne sais pas du tout ce qu'a pu faire Cyprien. Je ne le vois plus. Et une voisine interrompt. Elle veut tout révéler. Oui, Cyprien était bien dans la bande venue pour agresser la mère de Thérèse. Blessée à coups de machette, elle agonisait en appelant au secours sa fille. Et là-haut, un jeune, surnommé le chat, l'a achevé. Il a même bu son sang, dit la femme. Et Thérèse de noter consciencieusement l'identité des assassins de sa mère. La haine entre Tutsi et Hutu n'a rien d'ancestral. On l'a créée, entretenue, depuis plus de 30 ans. C'est le colonisateur belge qui les a séparés. On les a examinés, mesurés, distingués. On a même créé des cartes d'identité différentes pour ces hommes artificiellement classés en peuplade et même en race. Les Batutsi sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantus, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. En fait, ce ne sont pas des peuplades, ce sont, disons, deux classes sociales, presque des castes, qui faisaient partie intégrante d'une nation, la nation rwandaise, une nation qui avait une seule religion, qui reconnaissait l'autorité considérable d'un roi sacré, responsable de la fertilité, de la fécondité dans la conception magico-religieuse des gens du pays, un système d'interdits, bref, une seule langue, Hutu et Tutsi, qui montre donc que l'interpénétration des deux groupes est très ancienne. Interpénétration, mais suprématie d'un groupe sur l'autre. La richesse des immenses troupeaux des Tutsis leur permit d'imposer leur domination économique et sociale. Les Hutus furent leurs serviteurs, jamais leurs esclaves, ainsi que l'illustre ce film belge tourné en 1952, une fiction consacrée à l'histoire du pays. Le roi y est tout naturellement Tutsi, l'élite également. Les Blancs qui découvrent le pays en 1892 renforcent et figent cette société de caste pour mieux la servir. Ils imposent également leur religion, le dieu chrétien se fonde en Imana, la divinité Tutsi. Les Blancs disaient aussi qu'Imana avait tant aimé les hommes qu'il avait envoyé son fils sur la terre pour leur apprendre la bonté et la charité. Et ils ajoutaient que la bonté d'Imana devait nous enseigner à être bons envers autrui, et même envers nos ennemis. C'est jour de fête au pays des Noirs. Un pays qui bâtit l'église rwandaise sur la pierre de la toute-puissance Tutsi. Mais tout le monde, sans distinction, est touché par la grâce. Le Rwanda est terre d'évangélisation. Ce film, tourné à la demande des Pères Blancs, en fait foi. Les vieilles croyances rapidement éradiquées, le catholicisme triomphe, la civilisation blanche est en marche. Dans ces écoles, elle accueille prioritairement l'élite Tutsi, sur laquelle elle s'appuie. Un temps seulement, car à la fin des années 50, avec l'époque de la décolonisation, un spectaculaire renversement d'alliance s'opère. L'élite Tutsi, qui paraissait parfaitement christianisée et docile,
souverain en particulier, a pris cette distance à l'égard de l'Église, a manifesté une certaine impatience face à ce pouvoir absolu que l'Église exerçait sur les consciences et sur l'autorité, et a mis même le parti Tutsi a même mis en cause la convention qui liait le gouvernement colonial à l'Église, qui avait le quasi-monopole de l'enseignement. Donc par conséquent, l'Église a senti, je crois, qu'elle perdait la mise, et qu'évidemment, il fallait cette fois-ci s'intéresser sérieusement aux 85% de la population qui restait dans l'ombre. Autrement dit, les Hutus, que l'Église et les colons encouragent et aident à contester la suprématie Tutsi. La Belgique occupe toujours le pays, mais ce sont les Tutsis que les Hutus traitent de colonisateurs avant de faire de leurs anciens maîtres des terroristes. Et naturellement, les mots mènent aux actes. 1959, manifestation, violence, massacre, la machine infernale est en route. Les mains se tachent, les consciences se salissent, la fable de deux peuplades, de deux races pénètre tous les esprits. Désormais, ce sera Hutu contre Tutsi. Les Hutus majoritaires utilisent la démocratie comme une arme. Leur parti remporte les élections de l'après-indépendance en 1962 sous le regard bienveillant des troupes de l'ancien colon belge et de leur chef, le colonel Logis. Vive le Rwanda libre Hutu. Aux fêtes de l'indépendance en 1962, assis à côté du premier président Grégoire Kayibanda, son conseiller en matière religieuse, l'évêque Pérodin. Si l'Église n'avait pas soutenu profondément le mouvement Hutu, le colonisateur belge n'aurait peut-être pas suivi. En fait, quand j'étais au Rwanda, tout le monde savait quelle était l'attitude de Monseigneur Pérodin, qui était l'archevêque, qui était d'origine suisse, qui était tout à fait allié au colonel Logis. Le colonel Logis et Monseigneur Pérodin ont fait la révolution, si vous voulez. Pas du tout une révolution populaire, ou les masses paysannes, brusquement auraient découvert leur état de servitude. On a expliqué après qu'ils étaient exploités. Au siège de l'évêché, il n'est pas rare que la messe dominicale ressemble à un véritable meeting. Désormais, l'Église s'appuie sur le pouvoir Hutu s'appuie sur l'Église. Les films d'actualité de l'époque insistent sur la ferveur religieuse du président Kayibanda. Il défend les valeurs de la chrétienté et de la démocratie dans ce petit pays perdu au cœur de l'Afrique. Les Hutus à l'Église et les Tutsis en exode. Entre 1959 et 1963, 300 000 d'entre eux fuient le pays. Un pays qui se dit menacé, un pays qui mobilise et qui insiste à loisir sur le danger terroriste Tutsi. Les commandos Tutsi attaquent les collines, les missions, égorgent les hommes, incendient les cases et raflent les femmes et les troupeaux de vaches. 1963, des prisonniers Tutsi présentés comme terroristes servent de prétexte à la répression. Quelques centaines de Tutsis mal armés viennent du Burundi et font une tentative d'invasion du pays qui est immédiatement stoppée par l'armée, la garde nationale rwandaise, commandée par les officiers belges, et immédiatement une première grande répression systématique a lieu. Un premier massacre, un premier génocide. Le président Kayibanda envoie ses ministres dans toutes les préfectures pour organiser la répression systématique. Et à cette époque, il ne s'agit plus d'écarter de la vie politique, il s'agit déjà d'éliminer physiquement. 15 000 victimes. 1963, 66, 73, 90, 92. Les tueries se sont succédées jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, certains ont échappé au carnage en trouvant refuge dans les églises. Mais en avril 1994, le lieu sacré était lui aussi devenu lieu de mort. Moi, j'ai cru que les gens voulaient recommencer la même tactique, se sauver dans les églises, croyant que les prêtres devaient les défendre. À ce moment-là, ils étaient regroupés et actuellement, ils étaient massacrés là dans les églises. Certains prêtres voulaient le faire, même appeler les gendarmes pour massacrer les gens, mais d'autres les sauver et ils étaient aussi massacrés avec les chrétiens. Moi, je trouve que c'était une façon de reprendre, donc d'avoir confiance dans les prêtres, dans l'église, qui finalement qui a fait qu'il y a eu beaucoup de massacres. Ça fait même l'échec de l'évangélisation, parce que ce sont des chrétiens qui ont tué d'autres chrétiens, même qui ont tué leurs pasteurs. C'est le choc
qui fait que même nos communautés religieuses sont divisées entre elles, selon les ethnies et selon les options politiques. Une centaine de prêtres, 3 évêques, dont celui de Kigali, ont trouvé la mort dans les massacres. À présent, l'Église du Rwanda fait son examen de conscience. Il y a eu des massacres au Bugesera. Il y a eu des massacres dans... Chaque fois, on a appelé l'évêque à venir visiter ces lieux. C'était une personnalité assez influente qui pouvait bien même obtenir autant de militaires qu'il voulait pour se faire escorter. Et visiter ces lieux, je pense qu'une telle initiative aurait directement arrêté ces massacres. Il n'a jamais voulu faire de choses pareilles. L'autorité ne s'est pas déplacée? Jamais. On criait au secours, personne ne venait. La seule autorité à laquelle on se sentait peut-être, avec laquelle on se croyait plus à l'aise, c'était notre évêque. Nous avons dit, mais venez, passez ici, voyez comment le drame que nous vivons, tout ce qu'il nous a proposé, c'est de prendre la fuite, parce que, disait-il, vous-même, vous pouvez y passer. Bon. Au moins, les choses sont maintenant tirées au clair. On est chrétien, on n'aurait pas. Que vous soyez évêque, prêtre ou même simple chrétien, c'est maintenant sur votre attitude qu'on va vous juger. Parce que trop longtemps, peut-être, nous sommes trompés sur les gens. De nombreux chrétiens ont fait le sacrifice de leur vie pour sauver des familles entières. L'Église du Rwanda veut y voir une raison d'espérer pour son avenir. En 1973, le premier président du Rwanda, Grégoire Kayibanda, est renversé par un coup d'État militaire, sans effusion de sang d'ailleurs. Le général Habyarimana devient le nouvel homme fort du pays. 2 ans plus tard, en 1975, la France signe un premier accord d'assistance militaire avec Kigali. Peu à peu, elle va supplanter la Belgique pour devenir le partenaire privilégié du Rwanda. À partir de 1990, cette coopération s'accroît sensiblement. Le régime rwandais doit en effet faire face aux attaques de ces exilés Tutsis qui se sont organisés en Ouganda en une véritable armée. C'est le Front patriotique rwandais, le fameux FPR. Ces exilés, le président Habyarimana n'a jamais souhaité leur retour sur le territoire national. Alors, à chaque incursion des troupes du FPR, Kigali sollicitera donc une nouvelle aide militaire française. Documents à l'appui, voici l'historique de cette coopération fort étroite. L'homme n'a rien contre le culte de la personnalité. C'est son portrait géant qu'on découvre à l'occasion des fêtes du 25e anniversaire de l'indépendance du Rwanda. Juvénal Habyarimana, président de la République, sait et aime recevoir. Le roi Baudouin, le maréchal Mobutu et tous les chefs d'État de la région figurent parmi les hôtes du Rwanda et de son président en ce 1er juillet 87. Ce qui mesure en fait le degré de confiance et de sympathie acquise par la République rwandaise à travers le monde entier. Il pose volontiers en famille, le président Habyarimana. Bon père, bon chrétien, bon soldat et bon citoyen. Oublier son coup d'État militaire, ignorer les critiques sur les dérives du parti unique, le MRND. Il est présent au sommet franco-africain de La Baule en 1990 lorsque François Mitterrand demande plus de démocratie au gouvernement africain. Il est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie. Comme les autres, Juvénal Habyarimana promet de faire des efforts. Il instaure le multipartisme et peut venir à l'Élysée passer la garde républicaine en revue la tête haute et réclamer plus d'aide. Et l'aide viendra sous diverses formes. C'est dans Kigali, ville ouverte, dans cette capitale désertée par ses anciens dirigeants et pas encore reprise en main par le nouveau pouvoir, qu'on peut en découvrir les traces. Une partie de l'histoire de la coopération militaire franco-rwandaise se trouve dans ce bâtiment du ministère de la Défense. Nous y pénétrons, accompagnés et avec l'accord du FPR. Le pillage n'est qu'apparent. Dans les placards, les dossiers sont intacts. Lettres, notes de service, circulaires livrent leurs informations. Une histoire que les photos souvenirs officiels ne relatent pas totalement. En 1975, Valéry Giscard d'Estaing signe un accord d'assistance militaire. Il permet des livraisons de matériel pour 4 millions de francs par an.
En 1992, avec François Mitterrand, un nouvel accord d'assistance est signé. Il poursuit et amplifie l'accord de 1975. Il s'agit en fait de s'adapter à ce qui se déroule déjà sur le terrain, car la situation est instable. En octobre 90, les soldats du Front patriotique rwandais d'obédience Tutsi pénètrent dans le nord du pays. Le président Habyarimana appelle aussitôt l'Élysée à la rescousse. L'opération Noroi, 300 hommes, est déclenchée. C'est le point de départ de l'engagement militaire français. Un engagement qui arrive à point. Officiellement, cette compagnie de parachutistes vient protéger les ressortissants français du Rwanda. Coïncidence ou non, c'est peu de temps après son arrivée que la rébellion Tutsi est stoppée. Officiellement toujours, les soldats français n'ont tiré aucun coup de feu. Une affirmation que met en doute cette note confidentielle émanant du cabinet du ministre de la Défense rwandais. Les officiers français dont le concours a été précieux dans les combats sont remerciés. Les archives en témoignent. Les soldats français donnent pleine satisfaction. On propose même de les décorer. Pourquoi? Le 24 janvier 1991, l'armée rwandaise repousse l'attaque du FPR sur Wangeri, ville du nord du pays. C'est la version des autorités. En fait, le 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine était impliqué dans l'opération. À preuve ce courrier, rédigé par l'attaché militaire de l'ambassade de France. On y propose des décorations pour le 8e RPIMA, qui en particulier a réalisé l'intervention de Rwangeri les 23 et 24 janvier 1991. Suite en annexe, une liste de 15 noms. La présence française au Rwanda, le nouveau ministre de la Justice s'en souvient très bien. Ce n'est pas un secret pour personne. On les voyait dans la rue, ici, dans les camions avec des militaires rwandais. Et ils se mettaient de la cire à la face. On les voyait. Pour en fait ne pas montrer que... enfin, ouais, ce sont des blancs quand même. Et quand ils allaient au champ de bataille, dans les camions, ils se mettaient de la cire à la face. Mais ils oubliaient ici. Et quand on les voyait, on voyait qu'ici ils étaient blancs et que là ils étaient un peu sobres. Et la cire les rendait plus noirs que les noirs. Ouais. Bon, on les voyait. Moi-même je les ai vus. Parce que toute personne de Kigali pouvait les voir. Autre, je sais que là, à la Nyamarongo, ils faisaient des barrières à la ville, dans la ville. Et à la barrière, eux-mêmes, ils réclamaient les cartes d'identité. Et quand tu voyais que tu étais Tutsi dans le véhicule, même si tu avais des pièces régulières, ils te sortaient du véhicule, tu t'assoyais là, dans le sable. Et pourquoi, on ne sait pas. Et après, on ne sait pas ce qui devenaient ces gens. Officiellement encore, aucun soldat français n'était présent sur le front. Mais le 28 octobre 1992, l'attaché de défense de l'ambassade de France informe qu'un DAMI, un détachement d'assistance du génie, composé de 7 militaires, sera mis en place pour aider l'armée rwandaise à consolider sa ligne de front. L'opération Noroi s'achève en décembre 1993. Une cérémonie de départ est organisée. Défilé des troupes, échange de cadeaux, mais les adieux ne sont pas définitifs. La France ne quitte pas le Rwanda pour autant, puisqu'elle y reste présente par son détachement d'assistance militaire technique qui reste prêt, comme par le passé, à aider nos camarades rwandais dans les principaux domaines de leur activité militaire. Et pour cause. Kigali souhaite redéfinir sa coopération militaire à la hausse. En janvier 1994, le gouvernement rwandais demande une assistance technique de 80 instructeurs pour l'armée nationale et de 30 autres pour la gendarmerie. Dans les bureaux du ministère de la Défense, d'autres documents attestent cette fois de l'aide en matériel livrée par la France. Entre autres, un hélicoptère Alouette, matériel cédé gratuitement, et des missiles Milan. En octobre 1990, avec la grande offensive du FPR, les demandes se font plus pressantes. Un officier d'état-major rwandais réclame l'intervention de son ministre.
il précise « Je vous demanderai d'intervenir auprès de la coopération française pour nous livrer 6 postes de tir et 100 missiles. » Avec le temps, le bon de commande rwandais s'allonge. On réclame des obus, des missiles, des bombes, des munitions. Entre les deux pays, les relations sont si étroites que tout naturellement, le rédacteur suggère, au cas où la France serait dans l'impossibilité de nous les fournir gratuitement, nous souhaiterions qu'elle puisse nous prêter ce matériel. Aujourd'hui, il n'y a plus de soldats français dans le pays. À Kigali, l'ambassade de France a été visitée comme tous les bâtiments officiels de la capitale. Tiroirs vides, classeurs nettoyés, ordinateurs détruits, le ménage a bien été fait. Ce n'est pas ici qu'on trouvera le moindre indice sur la coopération militaire franco-rwandaise. Les quelques traces laissées par les diplomates français sont illisibles. Tout est passé par la broyeuse à papier. Pendant ses 21 ans de pouvoir, le président Habyarimana a promu progressivement l'idée de l'équilibre naturel ethnique au sein du pouvoir. Son raisonnement est assez simple. Puisque les Hutus représentent 85% de la population, eh bien, pense-t-il, ils doivent occuper 85% de tous les secteurs de la société. Cette règle est d'ailleurs appliquée à l'aide de quotas. Mais le régime comportait aussi ces jusqu'au-boutistes. Et pour eux, il faut aller plus loin. Les Tutsis, ces complices en puissance du Front patriotique rwandais, doivent être écartés définitivement de la vie sociale. Alors une machine d'élimination se met en route et l'homme que vous allez entendre dans un instant fait froid dans le dos. Janvier 1993. Le président Habyarimana est toujours vivant, encore au pouvoir. L'interview que vous allez voir a été réalisée dans la prison de Kigali par les enquêteurs de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il recueille les confessions de cet homme, Janvier Africa, qui se présente comme un repenti. Africa affirme avoir appartenu aux escadrons de la mort, un groupe de tueurs au service du gouvernement rwandais. Ces révélations dans un journal local lui ont valu d'être emprisonné. Une campagne internationale menée par les organisations des droits de l'homme a permis cette rencontre. Si ces organisations accordent crédit au dire de Janvier Africa, malgré toute l'ambiguïté du personnage, c'est à cause de ces petits papiers. Le repenti y a dessiné les emplacements de multiples charniers. Grâce à ces indications, les enquêteurs des droits de l'homme découvrent effectivement les premières fosses communes du Rwanda des années 90. Selon Janvier Africa, ces massacres seraient le fait des escadrons de la mort. Qui étaient les chefs des escadrons de la mort, les plus hauts? Les chefs des escadrons de la mort dont je peux te parler, c'est tout l'entourage, tout le clan de Juvenal Habyarimana, le président de la République. Juvenal Habyarimana, le président de la République, et de citer aussi un secrétaire général du parti présidentiel, un beau-frère et chef de cabinet d'Habyarimana, un chef d'état-major des forces armées rwandaises, un autre beau-frère du président, un ministre des Affaires étrangères, un député président de la Chambre de commerce de Kigali et l'ancien directeur de cabinet au ministère de la Défense, le colonel Bagosora. En vérité, nous n'avions pas de salaire. Avant tout, nous étions des gens de conviction, les fers de lance d'Habyarimana. Nous devions faire tout ce qui était possible, absolument tout, pour qu'il reste au pouvoir. Et ce pouvoir va se donner des moyens de durer. D'abord avec des troupes, puisées dans la jeunesse du parti unique et organisées en cellules. On les appelle les Interamwe. En fait, des milices qui n'hésitent pas à s'exhiber dans les meetings de Kigali. Quand nous avons décidé de créer cette milice Interamwe, on a aussi mis sur pied une autre unité qu'on a appelée les Purs. Tous ces miliciens sont des gens du parti unique du président, des tueurs entraînés à attraper et tuer sans laisser de traces, aucune trace. Et dans son souci de quadriller le territoire, le pouvoir crée en 1991 les milices d'autodéfense populaire, véritables relais locaux des escadrons de la mort. Voilà pour l'organisation secrète. Au grand jour, cette fois, les durs du régime proclament leur mot d'ordre.
En 1992, dans la région natale du président, Léon Mugesera, membre du parti au pouvoir, appelle à constituer la liste des ennemis de l'intérieur. Si ce n'est pas fait, nous nous occuperons nous-mêmes de massacrer, dit-il, toute cette bande de salauds. En septembre de la même année, dans une lettre confidentielle, le plus haut niveau de l'armée, l'état-major lui-même, indique cette fois clairement les ennemis du pouvoir, le principal est le Tutsi, mais on appelle aussi à se méfier des Hutus mécontents du régime, appelés aussi Hutus modérés. Et comme cela, la violence se banalise dans les rues de Kigali et le reste du pays. Le prétexte est toujours le même, les attaques militaires menées par le Front patriotique rwandais. Une dérive dénoncée par toutes les organisations des droits de l'homme, en vain. Après les hommes et leur idéologie, place aux organes de propagande. Les membres du parti présidentiel saluent la naissance d'un journal, baptisé Kangoura, et diffusé sur tout le territoire. Une feuille extrémiste qui n'hésite pas à mettre à la une l'arme du crime, la machette. Kangoura, c'est l'avant-garde d'une kyrielle de titres de presse qui partagent tous le même objectif. Nous avions décidé de créer plusieurs journaux. Nous avions commencé par Kangoura, pour mieux combattre nos adversaires. Et c'est là que nous avons aussi créé Écho des Mille Collines et d'autres publications que nous financions. Quand on voulait tuer telle personne ou telle autre, on écrivait des articles contre elle pour préparer l'opinion et nous justifier à l'avance. Ensuite, on les tuait et après, on affirmait qu'on n'y était pour rien et que c'était les autres, nos ennemis, qui étaient les véritables assassins. Et ça, on l'écrivait à travers les colonnes de nos journaux. Le lecteur du numéro 6 de Kangoura a même pu trouver dans son périodique les 10 commandements du bon Hutu. Notamment est-il recommandé, les Hutus doivent cesser d'avoir pitié des Tutsis. Autre avertissement, les Hutus doivent être fermes et vigilants contre leur ennemi commun Tutsi. Comme le pays est en grande partie illettré, les ultras vont se doter de l'arme absolue, la radio. En août 1993, l'idéologue Ferdinand Nahimana fonde, avec l'épouse du chef de l'État, la RTLM, Radio Libre Mille Collines. En face de la présidence, RTLM diffuse sur ses ondes la parole officielle. Les appels au massacre sont désormais publics et en direct. Voici quelques extraits de ces émissions. C'était au début des événements, en avril dernier. On nous cherche rapidement 100 000 jeunes pour que nous tuions les agents du FPR et que nous les exterminions. L'extermination sera d'autant plus facile qu'il s'agit d'une seule ethnie. Par exemple, tu n'as qu'à regarder la taille de la personne, sa physionomie. Tu n'as qu'à seulement regarder son petit nez fin et le casser. Pour finir, prenez vos machettes, prenez vos lances, faites-vous épauler par les soldats. Les agents du FPR, tuez-les, exterminez-les, parce qu'ils sont maudits. Vous continuez à écouter RTLM, radio libre et indépendante. Rien de mieux pour fanatiser les miliciens. Avec les forces armées, ils ont suivi les consignes, exécuter le plan du génocide. Aujourd'hui, que sont devenus les porteurs de machettes, les responsables du massacre? Beaucoup ont trouvé refuge dans le sud-ouest du pays, ce qu'on a appelé à l'époque la zone humanitaire de sécurité. Nous sommes à Karengera. L'homme au chapeau blanc nous a été désigné comme un milicien interamwe, un milicien qui aurait participé aux tueries. Il y a des gens qui disent sur la commune que vous avez participé à ce qui s'est passé ici, au massacre, que vous êtes un interamwe. Non, non. Non? Je ne suis pas interamwe. Non? Non, non. Vous en connaissez, vous? Vous en connaissez, vous, des interamwe? Les interamwe? Vous les connaissez? Les interamwe, c'est... Je ne sais pas les interamwe. Vous savez pas ce que c'est? Non, que c'est... Interamwe, je peux lui dire que c'est quoi? Vous n'avez jamais participé, vous Bah, tu lui dis que c'est l'organisation de jeunesse d'un parti. Vous connaissez Christophe? Nyandoui, Christophe. Oui. Oui, je connaissais. Christophe Nyandoui est un fonctionnaire de la préfecture souvent mis en cause dans les massacres. Donc, il est interamwe, oui. Christophe est interamwe? Oui. On dit que c'est lui qui dirigeait les interamwe ici sur la région et la commune?
C'est le Christophe, oui. C'est le Christophe. C'est lui qui dirige tout? Oui. Christophe Niandoui, le voici. Membre du parti de l'ancien président, il était responsable des milices. Lui prétend ne rien connaître des tueries. Rien. Je ne savais pas. Vous n'avez jamais réuni des interamoués pour participer à des opérations? Non, monsieur, celui qui vous a dit ça, il vous a trompé. Il vous a trompé même devant Dieu. Il sera coupable de ce mot qui vous a dit ça. Il sera coupable de ces renseignements qu'il vous a donné. Vous n'avez rien à voir avec les interamoués? Moi, je n'ai rien fait du mal avec les interamoués. De mon côté. Même devant Dieu. Vous n'avez jamais donné d'ordre? Rien. Vous n'avez... Devant moi, devant le Dieu, je n'ai rien fait. La main sur le cœur, Christophe jure n'avoir rien fait. Pourtant, dans les témoignages recueillis, les soldats français de l'opération turquoise ont retrouvé le nom de Niandoui, souvent cité comme organisateur de massacres. Au milieu de l'été, dans cette préfecture près du lac Kivu, la mission des militaires français était avant tout humanitaire. Ces soldats, mandatés par les Nations Unies, étaient limités à une simple identification des criminels de guerre présumés. Ma mission n'était pas de les rechercher, de les poursuivre, de les arrêter. Ma mission était une mission militaire, encore une fois, à distinguer des missions de gendarmerie ou de police ou de prévôté. Et donc je crois que nous avons fait notre travail. Ni mandat de recherche, ni mandat d'arrêt. De fait, les assassins ont pu franchir librement la frontière et trouver refuge au Zaïre. Goma, au Zaïre. Voici ce qu'il reste des 40 000 hommes de la glorieuse armée rwandaise. Une armée qui aurait participé à la mise en place du plan imaginé par les escadrons de la mort, à même la rue, des troupes défaites, humiliées, terrassées par la maladie. Un de leurs chefs est là, lui aussi, le colonel Bagosora, ancien directeur de cabinet au ministère de la Défense. Il est surtout l'un des personnages principaux cités par le repenti Janvier Africa comme membre des escadrons de la mort. Les escadrons de la mort, ça n'a jamais existé au Rwanda? Ça n'a jamais existé, mais il y a un escadron de la mort du FPR, ça oui. Il n'y a pas d'escadron de la mort côté du gouvernement? Non. Non. C'est archi faux. Ça n'a jamais été. C'est une invention pure et simple de FPR. Vous n'avez jamais participé à des réunions occultes? Non, vraiment. En fait, ce que j'ai pu me rendre compte, des journalistes, et même déjà que j'ai rentré, ils ont déjà des préjugés. Ils regardent pour eux. Pourquoi faire des réunions occultes? Il y a des témoins qui rapportent ça, ce qu'on appelle des repentis. Des repentis? Oui, des gens qui ont participé à ces réunions en votre présence. Ah, dis donc, j'aimerais bien les voir. J'aimerais bien revoir ces repentis, parce que moi, personnellement, j'ignore ces réunions. Est-ce que vous accepterez de témoigner devant la justice internationale si un jour on vous demande des comptes? Bien sûr. Bien sûr, mais pas devant le FPR. Pas devant le FPR, non. Parce qu'il ne peut pas être fait juge parti. Mais devant la Cour internationale, je suis prêt à y aller. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, il faut qu'ils amènent les gens que j'ai tués, qu'ils montrent, qu'ils prouvent ça. Sincèrement, vous pensez qu'ils peuvent les amener? Amener les gens que j'ai tués. Vous étiez aussi payés. Ça suffit. Ce que vous avez mangé, ça vous suffit. Un jour, tu vas mourir. Tu commences à m'énerver jusqu'à ce point. Merci. Le mercredi 6 avril 1994, à 20h30, l'avion du président rwandais Habyarimana est abattu au moment où il s'apprête à atterrir dans sa capitale Kigali. Pour beaucoup, c'est cet attentat qui aurait provoqué l'explosion populaire spontanée. C'est la thèse fournie, et soutenue d'ailleurs, par les dirigeants en place à cette époque. Mais cette thèse ne résiste pas bien à l'examen de ce qui s'est passé à Boutaré. Voici comment et pourquoi. Il écoute sa cassette tous les jours. Un document sonore personnel, enregistré clandestinement,
10 minutes de rafales d'armes automatiques. Impuissant, le pasteur canadien Claude Simard a assisté au massacre de 2000 personnes au fond d'une vallée dans la préfecture de Boutaré. Une vingtaine de soldats exécutaient froidement des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards terrorisés. Jamais il ne pourra oublier l'effroi qui l'a saisi, et cette cassette a définitivement forgé sa conviction. C'était planifié. Ça, c'était évident que tout était préparé, programmé, comme ça. Aujourd'hui, on revient à Boutaré. Après des semaines de folie meurtrière, la ville a enfin retrouvé un peu de son calme. Seulement parcourue en tous sens par des réfugiés qui fuient encore leur cauchemar à la recherche d'un lieu préservé du carnage. Donc ce magasin-là, ça a été déjà effracté. Maria et Lorien découvrent le presbytère qu'ils avaient abandonné pour se mettre à l'abri et éviter la mort. Ce qui s'est passé ici, sur la commune et aux alentours, à aucun moment ils ne l'auraient imaginé. La préfecture semblait protégée et on continuait à y vivre normalement alors que le reste du pays était livré aux tueurs. Oui. Ici à Boutaré, je dirais que nous avons été très privilégiés jusqu'au bout, peut-être à cause des autorités que nous avons eues. Nous avons eu un bon préfet, on a eu un très bon bourgmestre. À Boutaré, en fait, il n'y avait pas d'activité, si vous voulez. Il n'y avait pas d'activité. Et le préfet de préfecture essayait de circuler pour calmer les gens, calmer la situation. Mais on sentait déjà que la tension commençait à monter. La tension montait. Mais à Boutaré même, dans la préfecture de Boutaré, il n'y avait pas tellement de gens qui voulaient tuer. 2 semaines après la mort du président Habyarimana, Boutaré, la deuxième ville du pays, refuse de suivre l'exemple de Kigali à feu et à sang. Un privilège qu'elle doit à un homme, son préfet, Jean-Baptiste Habyarimana. Diplômé d'une université américaine, membre d'un parti d'opposition, il est aussi le seul préfet Tutsi du pays, un cas de trop sans doute. Dans la maison familiale, le 19 avril, Joséphine, son épouse et ses 2 filles sont assassinées. Jean-Baptiste le préfet disparaît. Jamais personne ne le reverra. Coïncidence ou non, ce 19 avril, le président de la République par intérim arrive à Boutaré. Ce même 19 avril, le destin des habitants de la ville bascule. Le président fait un discours dans lequel il exhorte la population à obéir à ses ordres. Théodore Sindikubwabo s'adresse aux officiels. Ses propos sont retransmis à la radio nationale. Pardonnez-moi parce qu'habituellement, je ne m'exprime pas comme cela, avec autant d'émotion dans la voix, mais ces jours-ci, c'est impératif. Il faut que je vous dise ce que j'ai sur le cœur. Celui qui ne se sent pas concerné par notre combat, eh bien qu'il fiche le camp. Certains sont d'ailleurs chargés de travailler à nous en débarrasser, qu'ils y mettent du zèle. Des traîtres sont allés à l'extérieur du pays pour apprendre à manier le fusil. Vous les connaissez, moi je ne les connais pas, alors que chacun d'entre vous donne des noms pour que l'on s'en débarrasse. Soit nous perdons la guerre, soit nous faisons le bon choix et nous la gagnons. Je vous le répète, nous ne gagnerons cette guerre que si vous nous débarrassez de ces gens qui hésitent et qui disent « moi, cette guerre ne me concerne pas ». Et on peut dire que c'est ce discours du président qui a en fait mis le feu aux poudres ici à Boutaré. Parce que, tu sais, ici dans le pays, il y a un proverbe en Kinyarwanda, mais je ne sais pas si je vais te le dire tel quel. Ça veut dire que quand ça vient d'en haut, alors le lendemain, ça circule dans toute la population. Alors, comme le président avait parlé, le président qui est issu de cette préfecture, le premier ministre qui est issu de cette préfecture, quand ils ont parlé, puisque les chefs avaient parlé, alors le lendemain ça marche. C'est traditionnel dans le pays. Et le soir même du discours, tout se met rapidement en place dans l'urgence. Pour les autorités, il faut désormais rattraper le retard pris par rapport à l'ensemble du pays. Dans une mairie de la préfecture, les preuves de l'existence d'un véritable plan de bataille. Sur un bureau, l'agenda d'un brigadier de police communale. Une succession de comptes rendus de réunions d'état-major. Un état-major qui, 2 jours seulement après le discours du président, rappelait la nécessité
de recruter des éléments sûrs et patriotiques de la ville et de les entraîner au maniement des armes dans le cadre de l'autodéfense populaire. D'autres documents, avec des colonnes et des numéros, les références des mitraillettes Kalachnikov distribuées à la population. Un groupe d'hommes venus de Kigali prenait bel et bien le pouvoir dans la ville. J'ai eu comme l'impression qu'il y avait un pouvoir parallèle. Un pouvoir dont on ne connaît pas les tenants, mais un pouvoir qui se superposait au pouvoir habituel. Le bourgmestre de cette ville, par exemple, il n'avait rien à dire. Il ne savait pas ce qui se passait littéralement dans sa commune. Alors, ce pouvoir était aux mains des milices Ineram. Le chef des milices est tombé malade, il est venu se faire soigner ici. Et nous avons constaté que les ordres partaient de chez lui, il logeait à l'hôtel Ibis. Et c'est de là que partaient les ordres de meurtre. Des ordres de meurtre donnés par un homme, chef des miliciens sur l'ensemble du Rwanda. Robert Kajuga, lui aussi venu de Kigali pour superviser et aider au massacre. Le 19 avril au soir, le préfet a été éliminé, les miliciens et les soldats de la garde présidentielle sont prêts. La machine à tuer peut commencer sa besogne. En fin d'après-midi, Claude rentre chez lui. Un de ses amis militaires l'avertit de ce qui se trame. Il m'a dit qu'il a vu qu'il y avait des listes, mais sur cette liste, les listes pour tuer les gens. Mais il m'a dit, il faudra faire attention, toi tu n'es pas sur la liste, tu n'es pas sur cette liste. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'ils sont sur cette liste? Il m'a dit, ce sont beaucoup de gens, des Tutsis, haut placés, des docteurs, des médecins, ou bien les Hutus modélés. Et les gens qu'on avait emprisonnés en 1990. Qui avait fait ces listes? Comment elles sont arrivées? Il me disait que c'est venu de l'état-major, je ne sais pas où. De l'état-major de l'armée. Claudine est originaire de Kigali. À Boutaré, elle rêvait d'étudier les sciences sociales. En un jour, le 21 avril, elle a découvert l'efficacité de la délation à l'intérieur même du campus universitaire. Des étudiants accompagnés par des militaires. Ça se voyait que c'était un coup qui était bien préparé parce que des élèves connaissaient déjà nos chambres, connaissaient les numéros, connaissaient là où on peut aller, même s'ils ne te trouvaient pas dans ta chambre, ils allaient dans les autres chambres où tu fréquentes. Ils étaient sûrs de nous attraper. C'était des élèves que vous connaissiez, des étudiants que vous Oui, connaissiez? oui, oui. Que vous côtoyiez dans les cours? Oui, qu'on se parlait même normalement. Même scénario à l'hôpital. Le 23 avril, soldats et miliciens bousculent les médecins et achèvent à même leur lit 170 malades et blessés. Un carnage dont témoignera Médecins sans frontières présent à cette époque sur place. C'était vraiment des massacres organisés. Très organisés, ils venaient ensemble en équipe, ils travaillaient toute la journée, on tuait les gens. Jusqu'au 29, non? Du 20 au 29, c'était organisé. Vraiment, on tuait les gens comme à l'abattoir. Après qu'on les amenait ici en bas, on attendait les coups. Les rues étaient jonchées de cadavres. Mais alors on avait tué indistinctement les femmes, les enfants, les jeunes, les vieillards, tout le monde. Tout le monde. Et on a de la peine à s'expliquer des choses pareilles. Il faut aller jusqu'au Zaïre, à Bukavu précisément, pour retrouver l'homme accusé d'être à l'origine de ces massacres, l'homme du discours à la radio. Oui. Nous venons voir monsieur Sindikubwabo. Théodore Sindikubwabo, l'ex-président de la République par intérim, vit ici. Au milieu de ses deux derniers fidèles, sa défense est prête. Je savais qu'il y avait des tensions à Boutaré. J'avais été averti de ces tensions à Boutaré. Je suis parti à Boutaré expressément pour donner le message de pacification, pour demander aux gens de Boutaré de s'occuper plutôt du travail manuel au profit de leur ménage, au lieu de se perdre dans des querelles politiques. Voilà l'expression de ma visite à Boutaré. Et vous avez l'impression que les gens ont pris au pied de la lettre ce que vous leur disiez? Les gens, s'ils ont pris à la lettre ce que je disais, qu'il faut travailler pour le ménage,
ou bien s'il y en a qui ont interprété ma parole et ma pensée autrement, ça, je ne sais pas. Vous n'avez, vous nous l'assurez, Monsieur le Président, donné aucun ordre? Je n'ai donné dans aucun ordre dans le sens d'affrontement entre les populations. Au contraire, j'ai plutôt donné l'ordre de vaquer à ses occupations habituelles. C'est ce qu'on appelle Gukora. Faire votre travail, vaquer à vos occupations habituelles et ne pas vous livrer aux affrontements. La parole d'un président de la République face aux archives radiophoniques. La teneur du discours diffusé à l'époque sur Radio Rwanda semble bien éloignée des explications de texte fournies aujourd'hui. Celui qui ne se sent pas concerné par notre combat, eh bien qu'il fiche le camp. Certains sont d'ailleurs chargés de travailler à nous en débarrasser, qu'ils y mettent du zèle. Le zèle qu'ont mis certains à appliquer les ordres donnés, on en trouve toujours des traces à Boutaré. Et aujourd'hui encore, on a bien du mal à dénombrer les victimes. Nous avons une fois évalué le chiffre en connaissant des grands assemblements qui ont été tués. Mais vraiment, ce sont des estimations, des vrais chiffres, on les connaîtra peut-être plus tard, mais nous pensons qu'il y a eu autour de 100 000. 100 000 morts sur une population de 800 000 habitants. Dans la préfecture de Boutaré, les massacres auront duré au total plus de 2 mois et demi. Un nouveau pouvoir de coalition a maintenant la lourde tâche de relever le pays. Il faut d'abord que justice passe, estiment les nouveaux dirigeants. Le Premier ministre rwandais n'évaluait-il pas récemment à 30 000 le nombre des responsables du génocide, sans compter les miliciens, ajoutait-il. Mais comment juger une pareille foule quand il n'y a plus d'organisation judiciaire, quand les présumés coupables se défendent par la délation et que les principaux suspects ont fui à l'étranger, au Zaïre notamment? Pourtant, une justice va probablement s'exercer dans ce nouveau Rwanda qui compte des suspects jusque dans les rangs de sa propre armée. Les yeux de Jeanne n'oublieront jamais ceux qui lui ont fait ça. Des témoins comme elle, il n'y a guère de mal à en trouver dans ce camp de Kirundo, situé au Burundi. Hutu, Tutsi, ils ont subi la vengeance aveugle de soldats du FPR. Torture, exécutions massives, fosses communes, les organisations des droits de l'homme comme Amnesty International rassemblent les indices, les preuves, et les récits sont accablants. Au centre de Rutondé, il faisait le tri. Le premier jour, il prenait les jeunes hommes. Le deuxième jour, c'était au tour de nos maris. Il les ligotait, les tuait et les jetait dans la rivière. Moi, je me suis sauvée parce qu'une femme Tutsi m'a averti qu'ils allaient venir exécuter les femmes. Les yeux de Charles aussi ont vu la même barbarie. À Kigali, il a fui les milices et 70 km plus loin, il était effaré par les tueries des Inkotani, les troupes du FPR. Je me suis rendu sur les positions du FPR 2 fois ou 3 fois. Je suis allé rendre visite à ces soldats du FPR. Je leur demandais s'ils n'allaient pas par la suite tuer les populations qui sont là. Ils me rassuraient que vraiment ils n'auraient rien faire. Mais c'est après 2 semaines justement que j'ai vu les militaires du FPR avec certaines des populations qui étaient fuies de l'autre côté, ici au Burundi. Donc ils sont venus ensemble, ils ont commencé à massacrer la population. Ils étaient armés de massifs, de machettes, de petits trous, de marteaux, etc. Oui. Mais il faut préciser que les gens du FPR aiment tuer en donnant des coups de marteau dans la tête. Donc moi, je suis venu de Kigali en fuyant les Interahamwe. J'ai quitté ma maison en fuyant les Inkotani. Devant la presse internationale, le nouveau pouvoir de Kigali affirme sa volonté d'égale sévérité pour tout responsable de massacre. 60 militaires du FPR seraient déjà sous les verrous. Mais leurs exactions, dit-on ici, sont sans commune mesure avec le génocide. Il y a une philosophie claire d'un respect des droits de l'homme, prêchée par le FPR et notamment l'opposition, et
Il peut y avoir des individus, il y a eu des individus qui enfreignent la loi, comme partout, comme cela arrive dans d'autres circonstances. Cela doit être puni. Mais je ne crois pas que tel manquement à la discipline puisse être comparé avec quelque chose qui a été planifié, exécuté par les autorités. Les responsables du génocide, les auteurs de massacres de tous bords, comment juger tout ce monde? Le ministère de la Justice est dépassé par l'ampleur de la tâche. Ses moyens sont dérisoires. 3 juges seulement sont revenus dans la capitale. L'administration est délabrée, il n'y a pas d'argent. Seul recours, l'aide judiciaire internationale, attendue avec grande impatience. Étant donné que le gouvernement a accepté la création d'un tribunal international pour garantir le plus possible l'équité au sein des procès qui auront lieu, nous pensons que ce tribunal devrait voir le jour le plus rapidement possible pour juger ces suspects, parce que si ça ne se fait pas le plus rapidement possible, il y a des risques de maîtriser des jeunes gens qui ont vu leurs parents qui sont morts, qui pour le moment verraient les bourreaux de leur famille se promener nourris comme ça, sans réaction des autorités. Il y a des risques. Les bourreaux présumés, on les entasse ici. Prison de Kigali, maigre ration pour le détenu et surpopulation carcérale. Déjà plus de 1500 prisonniers. Ils ont presque tous avoué leurs crimes, affirme la direction. Extrait de leurs confessions écrites. Il dit avoir tué très peu de personnes. Au total, d'après ce qu'il dit, à peu près 100 personnes parce qu'il avait un fusil. Pour la plupart, ils sont soupçonnés d'appartenir aux milices Interahamwe. Encore un qui a fait partie des Interahamwe à titre personnel. Il dit qu'ils ont tué plus d'une centaine de personnes, mais que lui, à titre personnel, n'en a tué que 14. Ils ont été arrêtés sur dénonciation ou directement par le FPR. Encore quelqu'un qui dit que lui, il n'était qu'un membre inférieur des Interahamwe, qu'il n'a tué que 4 personnes. Pour la première fois, monsieur le procureur les interroge. Cela fait 1 mois et demi qu'ils sont là, sans avoir vu le moindre magistrat. Le procès verbal est sans appel, cet homme avait un complice. Où est-il? Sans réticence aucune, l'acolyte est aussitôt désigné. Et le voilà qui s'avance. Il ne sera pas utile de poursuivre longuement l'interrogatoire. Il affirme avoir tué une femme et son enfant. Aux traces qu'il porte sur le cou, on devine qu'il a été appréhendé sans ménagement. Sont-ils réellement tous coupables? Peut-être. Maintenant, je suis un prisonnier, mais je ne sais pas pourquoi je suis. Lorsque le suspect fait partie de la classe politique, dans cette prison, il sait se faire tout petit. Moi, j'ai été arrêté pour une carte rose de ma voiture que j'avais oubliée. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore été interrogé. Parce que vous n'avez pas les papiers de votre voiture? Oui, oui. Et ça fait 1 mois et 10 jours. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant, monsieur? Bon, moi, j'étais directeur d'une pharmacie. Directeur d'une pharmacie? Oui. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais le magistrat qui est resté à nos côtés n'est pas satisfait par la réponse. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais leur dire que vous étiez un futur député à l'Assemblée nationale de transition. Oui, j'étais candidat. Oui, je suis candidat à l'Assemblée nationale. Oui. C'est ma profession, mais je suis un homme politique. Je suis président du parti MDR dans la préfecture de Gisenyi. La préfecture de l'ancien président, pas vraiment bon cela par les temps qui courent. Quand le procureur visite ses détenus, il croise des regards qu'il connaît parfois à titre personnel.
toute la famille de mon épouse, qui résidait ici à une dizaine de kilomètres de la capitale, a été décimée par les Généramoué. Et Cré de mes beaux-frères a été assassiné chez moi le 12 ans par un ancien détenu de cette prison qui était impliqué dans un assassinat politique de l'ancien ministre des Travaux publics, M. Festin Gatabazi. Et donc, comment un procureur qui lui-même a été victime de tout ça peut-il juger sereinement? Alors, disons, je me dis que je suis placé pour connaître les problèmes, la réalité de ce qui s'est passé. Si c'est même sentimentalement, ce sera très dur d'entendre à longueur de journée des gens raconter le nombre de victimes qu'ils ont décimées. Mais je me dis que pour qu'il y ait une réconciliation entre les Rwandais, les rescapés, nos compatriotes qui viennent de l'extérieur, il faut que la justice soit faite, qu'elle soit sereine et juste. C'est la seule façon de permettre une réconciliation nationale. Donc, je n'aurai pas de passion là-dedans. La réconciliation par la justice, cette profession de foi, Angélique n'est pas prête à y souscrire. Avec sa petite sœur grièvement blessée et soignée en France, elle est la seule survivante d'une famille de 9 personnes. Je veux vous montrer ce qu'ils ont fait à ma maison, avec quoi ils ont tué mes parents, nous dit-elle. Les tueurs, les Interamwe, ils seraient encore presque tous en liberté. Je dois vivre dans le pays où il ne reste rien. Je dois vivre dans le pays où il y a des Interamwe seulement. Comment? Et je dois aller au marché avec, je dois aller étudier avec, je dois aller au travail avec. Comment on ne peut pas avoir quitté un tel pays? On a tué des parents innocents qui n'ont rien. On a tué ma petite sœur, ma grande sœur, les oncles et les cousins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Puisqu'ils étaient tous. Comment? Est-ce que ça c'est un péché? Les collègues de ton travail peuvent venir te tuer. Et puis après avoir été tué, on te dit, bon, il faut pardonner. Si on a tué ta papa, ton papa, ta mère, et il faut pardonner, puis vous allez essayer de revivre ensemble. Comment cela? C'est une chose qui n'est pas facile. Et puis, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. La réconciliation, la paix nationale, comment? Est-ce que c'est à nous de nous réconcilier? Est-ce que tu peux pardonner facilement les gens comme ça? C'est pas une chose facile, je te le dis. C'est pas une chose facile. Comme Angélique, quelques sages, quelques justes africains, parmi lesquels se trouve sans doute le nouveau ministre de la Justice, que vous venez de voir, nous posent une question. Un génocide en Afrique a-t-il le même poids qu'un génocide en Europe? Et vous, qu'en pensez-vous au fait? Bonsoir, merci.